9, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre sur Radio J. Invité de notre magazine cette semaine, Michaël Darmon pour son livre « Les secrets d'un règne » qui paraît aux éditions de l'Archipel. Michaël Darmon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez donc entrepris de raconter les coulisses d'un quinquennat qui se termine dans 6 mois. Vous avez vu beaucoup de monde pour écrire ce livre et c'est une plongée, on peut dire, dans l'univers de la Macronie que vous nous offrez en journaliste politique qui suit l'Élysée depuis de nombreuses années. Ni militant, ni complaisant, dites-vous. C'est votre devise. Oui, c'est une devise qui s'est, on va dire, imposée au moment où j'ai commencé à écrire. À l'époque, c'était avec mon confrère Romain Rousseau qui était à l'Express. Nous avions commencé à écrire sur le Front National, sur Jean-Marie Le Pen, sur les vicissitudes internes donc du Front National. Et comme c'était un sujet extrêmement sensible, où à chaque fois tout le monde demandait que l'on prenne, que forcément que l'on choisisse un camp, mais nous n'avions pas prouvé que nous étions dans le camp forcément, bien évidemment, de la démocratie, de la liberté d'expression, on a forgé cette expression qui ensuite a au fond caractérisé mon approche professionnelle, ce que je tente de faire depuis toutes ces années, c'est-à-dire à la fois dire les choses comme elles sont, tenter d'être dans une forme d'empathie pour comprendre ce qui anime les personnages que j'observe, mais sans complaisance, parce que mon travail de distanciation journalistique est une partie évidemment importante et fondamentale de l'approche. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé aussi de faire en traversant la Macronie depuis 2017, puisque c'est le 3e ouvrage donc publié depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et j'avais raconté dans le premier ouvrage La démocratie de fer, où je racontais l'histoire de la verticalité, cette pratique descendante, comme on dit, très autoritaire, installée au début du mandat, et en prévoyant qu'elle pourrait poser des problèmes. Puis ensuite, avec les Gilets jaunes, j'ai écrit La politique est un métier. Et là, j'ai retraversé le quinquennat dans sa fin, avec toutes les crises, et à travers toutes les crises que le président de la République a dû traverser et subir durant son mandat. Alors là, vous voulez raconter les secrets d'un règne. Il y a une couverture très très parlante parce que c'est un président qui est assis sur un trône, sur un siège de monarque. Il y a plusieurs rencontres avec Emmanuel Macron dans ce livre, et je vous l'ai dit avant qu'on entre dans ce studio, c'est intéressant de voir que le président parle différemment dans ses déjeuners avec les journalistes que dans les discours publics ou les prestations à la télévision. Il est en tout cas plus cash avec les journalistes. Oui, c'est sa caractéristique. D'ailleurs aussi, même sur le plan public, c'est comme cela qu'il s'est imposé à partir de 2016, en disant des choses qui étaient, comme on dit aujourd'hui, disruptives, en rupture avec une phraséologie très codée, très prudente, politique, qui n'était pas toujours compréhensible de la part du grand public. Mais c'est aussi parce que c'est son caractère. Emmanuel Macron est quelqu'un de très direct, qui est quelqu'un de son époque. C'est quelqu'un qui est à la quarantaine et qui à la fois est capable de pouvoir développer et déployer comme il aime et déplier, comme il dit selon ses propres termes, des arguments extrêmement sophistiqués, parfois abscons, parfois même peu compréhensibles de la part du grand public. Ça lui vaudra justement quelques incompréhensions durant son mandat. Et à côté de cela, il est très direct, il aime les formules directes, il aime les vieux mots. Comme je dis, il aime chiner dans les vides-greniers sémantiques. Il a remis à l'ordre du jour, souvenez-vous, durant à chaque fois ses interventions, des mots un peu désuets, comme croquignolesque, comme pour de palimpinpin. Et puis surtout, il a, vous savez, un culte. Il a le culte des films de Michel Audiard. Michel Audiard. Et donc des tontons flingueurs. Et c'est vrai que même durant la campagne, à l'époque, en 2016... c'est peut-être la seule chose que François Hollande et lui ont en commun. Peut-être, d'autres choses peut-être aussi, mais en tout cas, le fait même d'avoir participé à une politique qu'ils ont élaborée à l'époque. Mais en ce qui concerne effectivement ce cinéaste avec ces phrases cultes, ces punchlines comme on dit aujourd'hui, eh bien, à l'époque, pendant la campagne, par exemple, il disait, mais vous savez, si on arrive au pouvoir, ce ne sera pas pour beurrer les tartines.
en faisant allusion à une phrase célèbre donc dans les Tontons Flingueurs, c'est-à-dire que si on vient, ça va se sentir. Et effectivement, dès qu'il est arrivé au pouvoir, ça s'est senti. Alors, vous revisitez quelques épisodes importants du quinquennat finissant. Vous parlez de l'épisode de l'incendie de Notre-Dame. Vous parlez des Gilets jaunes, vous parlez de l'interview à Valeurs Actuelles. On va évoquer ces moments parce que ils sont importants dans le déroulement du quinquennat. Alors, par exemple, la cathédrale Notre-Dame, c'est un moment important, et Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, fait une éruption dans le salon présidentiel. La cathédrale Notre-Dame est en feu. Naturellement, il change tous ses plans, il prend la parole et il promet solennellement, je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons tous ensemble. Oui, c'est un des moments très forts du quinquennat, parce que ça montre comment un événement peut faire irruption tout d'un coup dans je dirais une démarche et une séquence présidentielle très organisée, parce que figurez-vous, on s'en souvient, c'était ce jour-là que devait prononcer donc Emmanuel Macron comme discours, c'est-à-dire celui de la sortie du grand débat, et il devait parler aux Français à la télévision pour annoncer les conclusions du grand débat et comment il allait prendre et tirer les leçons de la crise des Gilets jaunes qu'il avait vécue dans les mois précédents. Et voilà que l'allocution est enregistrée, tout est fait, tout est prêt, on est dans le salon de l'Élysée, ça va être diffusé 1h30 plus tard sur les télévisions à 20h, et là, ses conseillers, Alexis Collère, mais Bruno Roger-Petit, d'autres font éruption dans le salon en disant il faut tout arrêter parce que la cathédrale Notre-Dame est en feu, on peut plus parler, on peut plus intervenir, il faut changer tous les plans. Et là, on voit comment aussi Emmanuel Macron réagit au quart de tour, il comprend qu'il ne pourra pas effectivement faire son discours, il se rend. Il va passer une partie de la nuit au chevet Notre-Dame avec tout l'appareil d'État autour de lui. Et surtout, comme vous dites, il dit « nous rebâtirons ». Or, « nous rebâtirons », c'était la phrase clé du discours qu'il allait prononcer à la télévision ce soir-là. Parce que lui, dans son esprit, il disait nous allons rebâtir le modèle français. Nous allons rebâtir notre relation, vous et moi. Nous allons rebâtir la capacité de pouvoir être ensemble. Et il comprend au quart de tour qu'avec ce qui se passe à Notre-Dame, ça devient un incendie politique. Ça devient son événement. Et il décide de tout arrêter pendant une quinzaine de jours. On est en pleine trêve pascale. Il comprend l'émotion évidemment planétaire, très importante pour les catholiques de France, mais aussi au-delà pour l'ensemble des Français, de ce que ça représente dans Notre-Dame. Et il décide de dire... Il décide de rebâtir cette cathédrale à la vitesse grand V. En 5 ans. Il a dit, il promet, il revient à la télé 2 jours plus tard en disant « Nous la rebâtirons en 5 ans ». Ce qui est inimaginable de la part au fond, des géomètres, des architectes, de l'administration, du ministère de la Culture, mais il décide de mener une opération commando et il annonce que ce sont les paris qu'il aime bien, c'est un parieur, Emmanuel Macron. Il dit, dans 5 ans, nous referons entendre le Te Deum dans la cathédrale de Notre-Dame, et force est de constater que on avance à grands pas vers cette date. Mais ce qui est frappant cette nuit-là, c'est comment tout d'un coup il décide d'utiliser, il comprend ce qui se passe, l'important, et ça va lui permettre à lui également d'avoir sa propre pause, sa propre trêve. Parce qu'il devait initialement prononcer un discours où il devait tirer les leçons de la séquence des Gilets jaunes, et là tout d'un coup cet incendie va bouleverser les Français et il ne va pas le faire. Alors, sur les manifestations des Gilets jaunes, justement, vous reconnaissez que les réactions du président Macron ont été à la hauteur de la situation. Vous dites d'ailleurs, le grand débat a été une opération réussie, suscitant un intérêt inattendu. Ça a été un exemple de virtuosité intellectuelle, professionnelle, présidentielle de la part d'un homme, le président de la République, Emmanuel Macron, qui a eu lui-même cette idée. Aucun de ses conseillers n'a osé ou n'a eu pensé
que pour pouvoir sortir de la crise dans laquelle il était, eh bien, il fallait entreprendre un tour de France auprès des maires et aller leur parler. Parce que Emmanuel Macron était le seul à pouvoir le comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il avait bien compris que cette crise-là le visait personnellement, qu'elle visait la personnalité, son projet politique, les premiers de cordée, qu'elle visait sa pratique du pouvoir, qu'elle visait sa personnalité, quelqu'un qui vient des hautes sphères de l'élite du pays et qui n'avait pas été compris de la part donc de la base du pays qui sur les ronds-points s'était donc exprimé, s'était révolté. Vous savez, moi j'ai comparé les gilets jaunes. On a cherché beaucoup de mots pour qualifier ce qui s'est passé. On parlait de crise, on parlait de conflit, on parlait de révolte. Moi j'ai parlé d'un soulèvement. C'était en quelque sorte l'intifada française. C'était un soulèvement de ce petit peuple qui est à la fois trop riche pour avoir les filets sociaux français et trop pauvre pour bénéficier de crédit. C'était la révolte de ces Français qu'on avait envoyés au bout des zones blanches, dans des coins de France où il n'y avait pas d'internet, où c'était compliqué, où il fallait utiliser sa voiture, où il fallait parfois 2 voitures. Et donc, les taxes sur l'essence, c'était évidemment fondamental. C'était un carburant social, de décider d'augmenter les taxes. Parce que une lutte contre les taxes, c'est une lutte qui met toujours directement aux prises le peuple avec le dirigeant. Parce que ça concerne directement l'individu et le foyer. Et à partir de là, il a compris qu'il fallait qu'il aille voir ces maires qui détenaient la première des légitimités. Et ce que je raconte aussi, c'est en ça on est ni militant ni complaisant, c'est qu'en réalité, ça mettait aussi en scène un dysfonctionnement. Imaginez-vous, on avait ce président, jeune président, avait été élu à peine 2 ans plus tôt pour transformer la France, pour la mettre sur les chemins du XXIe siècle, lui faire la révolution numérique. Et voilà que 2 ans plus tard, il était obligé d'aller faire le tour des maires pour leur dire comment vous faites, comment ça marche la France. Parce que lui, il n'avait pas voulu prendre le parcours, le old school parcours, comme il disait, c'est-à-dire l'élection, prendre un mandat, devenir député, devenir conseiller régional et ensuite grimper jusqu'au sommet de l'État. Et là, il s'est trouvé dans l'obligation d'aller comprendre comment fait-on pour diriger la France. Et il va lancer donc ces grands débats. Vous revenez sur un épisode un peu surprenant à vous lire, on se rend compte effectivement que cet épisode est beaucoup plus important que ce qu'on a cru. C'est l'interview accordée à Valeurs Actuelles, ce qui était inédit. Ça n'a jamais été fait par un président de la République. Et vous dites que Emmanuel Macron a décidé de placer au plus haut niveau de ses priorités politiques les sujets de l'immigration et de la sécurité. Vous y voyez une rupture, c'est vraiment une rupture à vos yeux, parce qu'il en a parlé à Valeurs Actuelles, il n'en a plus, à ma connaissance, reparlé depuis. Il en a régulièrement après parlé. Il a fait après la loi séparatisme. Il a été régulièrement ensuite durant tout le quinquennat vers le centre droit. C'est un tournant le quinquennat, cette interview, parce que il revient après l'été, effectivement, les vacances passées à Brégançon également pour se reposer et faire le bilan de ce qui s'est passé après les Gilets jaunes. Officiellement, l'acte 2 du quinquennat est lancé, mais il s'aperçoit qu'il risque de tomber dans ce qu'il appelle, ce qu'il explique à ses proches, le syndrome Jospin. C'est-à-dire Jospin qui avait à l'époque réussi à faire revenir la croissance, qui avait autour de lui une équipe que l'on appelait la Dream Team, des gens très chevronnés, mais qui avait été éliminé dès le premier tour de l'élection présidentielle parce qu'il avait sous-estimé les questions d'insécurité et les questions d'immigration. Et quand il en revient, il dit à ses proches, si vous croyez qu'on va être réélu sur l'économie, vous vous trompez. On sera réélu et jugé sur le régalien, sur l'immigration et sur la sécurité. Et donc, il impulse ce virage en le faisant de manière à la Macron, disruptive, spectaculaire, extrêmement déconcertante pour ses proches, pour leur envoyer le signal. L'interview a été déployée sur une dizaine de pages avec Macron à la une.
il dit en plus dans cette interview, au fait migratoire s'additionne le fait religieux, et ce qui va faire le buzz, je ne sais pas si vous me suivrez là-dessus, c'est que pour la première fois, le président évoque Éric Zemmour dans cet entretien qui est réalisé. Non seulement je suis là-dessus, mais effectivement, d'abord cet entretien réalisé dans des conditions que je décris par le menu extrêmement baroque. On est au cœur de la nuit. Tout l'Élysée depuis quelques jours s'est mobilisé pour l'empêcher de le faire, mais lui, il passe outre parce qu'il veut envoyer ce signal à la droite et montrer qu'il n'est pas sourd à ce que pense une partie des Français. Et effectivement, pour la première fois, lorsqu'il est face à Louis Dragnel, le journaliste de Valeurs Actuelles, il commente et il dit ce qu'il pense d'Éric Zemmour en disant « on peut penser ce qu'on veut de lui », sous-entendu « je ne suis pas d'accord avec lui », mais il a une vision claire, au moins. Et il ne demande même pas à revoir le texte. Et il ne demande même pas la relecture. Et ça, c'est l'autre aspect extrêmement étonnant et qui montre à quel point Macron sait s'affranchir des codes les plus, je dirais, protocolaires. Il ne demande même pas à relire l'interview en disant pas de ça entre nous. Il laisse totalement les bandes de l'interview avec des propos très iconoclastes qui vont s'étaler pendant une dizaine de pages, vous l'avez dit, dans le journal de l'ultra-droite Valeurs Actuelles. Pour la première fois, un président s'exprime dans ce journal et dit des choses très forte, et cela va provoquer un séisme à l'intérieur de l'Élysée, où les gens vont dire mais c'est pas possible qu'on ait laissé faire cela. Ça raconte également comment cette équipe à ce moment-là est un peu prise de panique face à un président qui échappe complètement aux codifications habituelles. Alors, on va aller un peu plus vite sur les autres séquences parce que j'aimerais quand même qu'on tire un bilan, ce que vous faites dans ce livre. Mais avant, on revisite avec vous naturellement toute la période de l'arrivée du Covid qui a été la grande épreuve du quinquennat. Ce jour-là, Emmanuel Macron, dites-vous, s'est transformé en chef de guerre. C'était la seule solution pour pouvoir, sortir par le haut. Et c'est d'ailleurs traditionnellement la position qu'offre la Ve République dans ces moments de crise absolue. On est au sommet d'une crise inédite. Il y a eu des crises. Depuis le début de son mandat, il est traversé par les crises. Il ne contrôle pas la maîtrise de son mandat. Il n'est pas du tout le maître des horloges. Depuis le début du mandat, il a tout subi. L'affaire Benalla, la démission fracassante de Hulot et de Gérard Collomb, la réforme des retraites et le blocage par les syndicats de la France et des transports. Et puis voilà qu'il y a la pandémie. À chaque fois, d'ailleurs, il le reconnaîtra lui-même, à la sortie du confinement, il dira « c'est le virus qui est le maître des horloges ». Donc, quand il prononce le premier confinement le 16 mars 2020, le quinquennat s'arrête. Parce que ce jour-là, il devient un chef de guerre, il martèle en permanence « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre », et il ne veut pas prononcer le mot confinement. Il faudra attendre plus tard dans la soirée pour que ses ministres le prononcent à sa place. Et il annonce la suspension de la réforme des retraites. La mère des batailles, la grande réforme qu'il avait posée depuis le début du quinquennat, il ne la fera pas. Et à ce moment-là, le quinquennat s'arrête. Le président Macron, qui devait transformer la France, doit à ce moment-là et à partir de maintenant la préserver uniquement. Alors il y a eu le président en guerre, le président qui rassure, le président du quoi qu'il en coûte, le président qui promet le retour des jours meilleurs. Je vous promets que ça ira des jours mieux. Heureux, oui. Voilà, des jours heureux. On voit dans votre livre un Macron qui se débat dans tous les sens. Avec le recul, diriez-vous que on n'a pas tellement de recul là-dessus d'ailleurs, mais enfin, est-ce que vous diriez que ça a été l'heure de gloire du président ? Ça a été l'heure de vérité. C'est-à-dire que il va rester dans l'histoire de la Ve République comme le président qui a quasiment nationalisé l'économie pour la sauver. Lui qui disait, qui critiquait François Hollande avec sa mesure à 75% pour taxer les plus riches en disant c'est Cuba sans le soleil, eh bien il a fait déverser
des centaines de millions d'euros et des milliards d'euros sur l'économie française pour la sauver. Et de ce point de vue-là, il a été celui qui aura permis à l'économie de continuer à fonctionner. La question, c'est est-ce qu'il aura une gratitude électorale ? Les Français se souviennent en général assez peu. On découvre au passage que c'est sous l'impulsion de Brigitte qu'il va aller voir Didier Raoult à Marseille. Oui, absolument. Et d'une amie à elle très proche à Marseille qui lui dit qu'il faut absolument aller voir Didier Raoult parce qu'il incarne un espoir à tort ou à raison et qu'il ne peut pas laisser de côté celui qui, à ce moment-là, incarnait une forme d'espoir et incarnait aussi, je dirais, une forme de prolongation de la crise des Gilets jaunes en version blouse blanche. Parce qu'à ce moment-là, vous aviez beaucoup de médecins sur les plateaux qui critiquaient très très virulement le pouvoir et l'action gouvernementale dans sa gestion de la crise. Et cela, il fallait absolument aussi qu'il le jugule. Alors, c'est un livre extrêmement intéressant parce qu'on découvre vraiment les secrets, les petits secrets du règne. On voit qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de ratés, mais est-ce que vous diriez que le bilan n'est pas indigne ? On terminera par là. Parce que vous dites à un moment donné, il voulait être le premier président d'un monde nouveau, il est le dernier souverain du monde ancien. Pourquoi dites-vous cela ? Parce qu'en réalité, Emmanuel Macron a comme référence les années 70. Pompidou. Il aime beaucoup, c'est pas pour rien qu'il aime effectivement l'univers des barbouzes et des tontons flingueurs. Il adore cette période-là. Et puis il a effectivement voulu transformer la France. Il a fait annoncer le monde nouveau, mais en réalité il a continué à le maîtriser avec les codes de la politique, parce qu'il a compris que la politique c'était un métier et qu'on n'arrivait pas et on ne restait pas par hasard donc à ce poste-là, et donc il va tenter une fois de plus de pouvoir cette fois-ci vraiment réformer la France comme il a voulu le faire en 2017. Merci Michaël Darmon. Je rappelle le titre du livre, Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise. C'est paru aux éditions de l'Archipel. C'était Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre sur Radio J. Et l'invité de notre magazine cette semaine était Michaël Darmon pour son livre Les secrets d'un règne.